Bien, eh bien écoutez, nous allons entendre maintenant monsieur Patrick Moquet, qui est le président de la communauté de communes, qui a aussi envoyé un courrier d'engagement auprès du Conseil général qu'on a reçu hier. Merci monsieur Patrick Moquet de votre appui. Et donc, je vous laisse la parole pour... Bien. Merci. Effectivement, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est à la fois de constater que le discours de l'État a changé, même si la menace des expropriations n'a pas disparu, elle existe toujours, mais on sent bien qu'une partie des volontés s'émousse et que les conditions dans lesquelles ces éventuelles expropriations seraient engagées ne seront plus du tout celles qui nous étaient annoncées, à la fois parce qu'on a pu montrer d'abord la volonté locale de résistance à ces mesures, mais surtout parce qu'on a pu montrer les faiblesses juridiques, notamment effectivement du dispositif qui avait été mis en place par l'État, et au-delà des faiblesses juridiques, les faiblesses conceptuelles, c'est-à-dire que la démarche effectivement avait été, de mon point de vue, engagée totalement à l'envers, en partant sur l'idée qu'il fallait a priori démolir, sans aucunement se préoccuper de l'ensemble des alternatives qui pouvaient être examinées et qui, j'en suis intimement persuadé, seront infiniment moins coûteuses. Alors, c'est ce volet-là maintenant qu'il s'agit effectivement d'étoffer et d'étayer, c'est-à-dire de disposer d'un ensemble de réponses qui permettent de montrer que la vie peut continuer dans les trois villages concernés, sans mettre les habitants concernés dans un danger extrême, disons, parce que je tiens toujours, moi, dans mes interventions depuis la tempête, à souligner le fait que maintenant on a tous pris conscience qu'il y avait des risques, et qu'effectivement, ces risques, il ne faut ni les nier, ni en tirer des conclusions totalement disproportionnées, il faut les apprécier et puis prendre l'ensemble des mesures qui permettent d'y répondre. Ces mesures, votre association avait déjà commencé à les formuler, notamment suite aux travaux de Thierry Sozo et de son équipe, que ce soit sur la Pérotine ou sur Boyarville. Je pense que sur Saint-Trojan, la situation est assez similaire, à la limite plus simple, hein, parce qu'on est à plus petite échelle, mais bon. Donc ces mesures, elles sont d'abord de vérifier que les ouvrages de protection existent et fonctionnent correctement. On a vu qu'il y avait un certain nombre de faiblesses dans les digues, et pour moi il y a une dimension qui est particulièrement problématique, c'est qu'une fois que la submersion a eu lieu, c'est-à-dire que l'eau est passée, on a vu qu'on avait des dispositifs d'évacuation de l'eau qui ne fonctionnaient pas, et qui, en tout état de cause, ne sont pas du tout dimensionnés à la mesure de l'événement. Tout simplement parce que ces dispositifs étaient prévus à la base, à l'époque où ils fonctionnaient, pour évacuer plus de l'eau douce, des pluies exceptionnelles, ce genre de choses, mais pas pour vidanger, disons, l'ensemble du bassin après que les digues aient été submergées. Bon. Donc là, il faut reprendre totalement toute l'analyse du site et des ouvrages. Et effectivement, je m'étais engagé dans une première rencontre, sollicité par les associations et par des résidents de part et d'autre du Chenal. Je m'étais engagé à ce que la communauté de communes s'engage avec les communes, avec les deux communes, on était parti plutôt sur une opération à 3 à ce moment-là, à expertiser les mesures à prendre, notamment l'idée de remettre un petit muret, comme à l'image de ce qu'on a projeté, sur les deux rives, et d'examiner l'ensemble des travaux à réaliser pour remettre en sécurité les sites. Le Conseil général, suite à la rencontre que vous avez eue avec Lionel Quillet, m'a fait savoir, Lionel Quillet m'avait contacté très rapidement à la suite, m'a fait savoir qu'il entendait inclure l'ensemble de ces mesures de défense du site, disons, de Boyarville, dans l'étude de faisabilité qu'il doit lancer très prochainement. Et dans ces conditions, effectivement, le Conseil général, je pense, va prendre la main sur le lancement des études. Et je l'ai indiqué tout de suite à Lionel Quillet, que la communauté de communes pourrait être à l'appui du Conseil général, comme on le fait d'une manière habituelle maintenant sur l'ensemble des mesures de défense contre la mer.
puisque, comme le rappelait tout à l'heure Jean-Paul, il est convenu entre le Conseil général et la communauté de communes que lorsque des travaux, je dirais, habituels sont menés sur les digues ou sur les ouvrages de défense de la côte, le Conseil général et maître d'ouvrage assume le coût de l'opération à 70% et la communauté de communes complète le financement à hauteur de 30%. Donc ce partenariat entre le Conseil général et la communauté de communes, il est bien évident qu'on va le prolonger et qui n'a aucune raison de ne pas être activé en l'espèce, même si on va au-delà des interventions habituelles, puisqu'effectivement on ne va pas être simplement sur de l'analyse de la préfiguration, disons, d'ouvrages de défense contre la mer, mais je pense qu'il faudra aussi se pencher sur l'hydraulique. Et puis, je ne suis pas certain que ça soit dans le cadre de l'étude du Conseil général à ce stade, mais il faudra aussi qu'on travaille sur le volet d'information à la population et de protocoles d'intervention, le cas échéant d'évacuation d'ailleurs, en tout cas l'ensemble des consignes de sécurité qu'il faudra à la fois diffuser auprès des résidents et dont il faudra montrer qu'elles seront, disons, portées par les collectivités et qu'elles seront activement rappelées, parce que une des réponses qu'on va nous faire, c'est de dire c'est bien joli de prévoir des mesures en cas de risque, enfin en cas de risque annoncé, mais il faut qu'on montre aussi qu'on s'est organisé de manière à pouvoir les rendre effectives, et ce sur la durée. Et donc je pense que quand on aura à la fois les études de faisabilité sur le volet technique, ouvrage de défense contre la mer, des études sérieuses sur l'hydraulique et le rôle de tampon des marais en arrière de la Pérottine, enfin dans l'ensemble du bassin, disons, des marais de la Pérottine, plus un certain nombre de protocoles clairs d'intervention des communes, d'alerte vis-à-vis des populations, et dès lors que l'État, lui, aura mis en place les moyens, notamment avec Météo France, les moyens de modélisation, de suivi des risques, de combinaison entre le risque météo et les marais, dès lors qu'on aura que l'État nous donnera effectivement ces informations et qu'on pourra montrer qu'on est organisé en face pour prendre toutes les mesures qui s'imposent, je vois mal comment on pourrait justifier d'une mesure d'expropriation et de démolition systématique comme celle qui nous avait été présentée. Donc je crois qu'on est sur la bonne voie, sur une voie qui est raisonnée, qui est argumentée, qui travaille point par point à réfuter la vision qui nous avait été présentée au lendemain de la tempête Xynthia. Et de ce point de vue-là, je suis extrêmement optimiste sur l'évolution à venir. Et en tout cas, la présence de l'ensemble des élus que vous avez ici autour de la table montre qu'il y a cette unité entre les résidents, les associations qui défendent leurs intérêts et les élus concernés. Je pense que cette unité-là ne peut que produire de bons résultats par rapport à cette menace qui avait été lancée par l'État. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un déchirement de devoir dégager toute cette énergie, toute cette force de conviction, ces études, etc., pour, d'une certaine manière, rétablir les choses dans un état qu'elles n'auraient jamais dû quitter. Enfin voilà, on aurait dû, dès le début, s'entendre, s'asseoir posément autour de la table, poser les problèmes tels qu'ils sont et discuter sérieusement et d'une manière à la fois respectueuse des personnes et économe des données publiques, discuter sérieusement des solutions à mettre en œuvre. On va y arriver, c'est dommage qu'il ait fallu toutes ces étapes pour y arriver. Voilà.